Alors, en fait, cette matinée a encore une étape à franchir dans votre parcours que proposé. On a eu une table ronde, vous l'avez bien compris, avec des experts de la data qui ont leurs expertises, leurs expériences, leur point de vue, un peu macro, de vue d'ensemble finalement sur des enjeux. Mais nous avons voulu également vous proposer une table ronde avec des entreprises qui ont vécu, qui ont pratiqué déjà. C'est-à-dire qu'on ne va pas être en 2031, là on est en 2022. On est en 2022 sur des histoires que nos trois intervenants vont pouvoir vous raconter. Et donc j'invite sur la scène Véronique Vasselot de EBP Informatique, Julien Muller de Septéo et Laurent Albouy de Verdier Voyage. Merci d'avoir répondu à l'invitation de venir apporter votre témoignage, parce qu'en l'occurrence, vous avez chacun des histoires qui sont différentes. C'est la diversité aussi qui fait la richesse, sur le chemin de la data. Alors, puisqu'on parlait tout à l'heure de voyage en 2031, je vais vous proposer au niveau de Verdier Voyage de commencer à nous faire voyager dans le vécu que vous avez. Comment, en fait, a été entrepris le projet data sur lequel vous êtes lancé? Qu'est-ce qui a déclenché? Et quand? Qu'est-ce qui a déclenché cette volonté d'avancer? Bonjour à tous. Ce qui a déclenché, c'est un peu atypique parce que je suis directeur financier du groupe Verdier et j'avais déjà mis un embryon, on va dire, de data dans la boîte où je travaillais avant. Et quand je suis arrivé chez Verdier Voyage, il y avait déjà des systèmes d'information qui étaient performants, mais qui n'arrivaient pas à faire ce que faisaient aujourd'hui les outils de data. Et j'avais envie de le mettre en place et je l'ai un peu décidé tout seul. Dans un rôle finalement de directeur financier, un peu de contrôle, vous sentiez qu'il n'y avait pas tous les bons tableaux à l'écran? Voilà, alors j'ai un peu fait un use case en direction, je l'ai fait. Oui. J'ai commandé la solution et je l'ai mise en place avec le directeur de DSI, qui avait une grosse appétence à la data et à tous les deux, ce que disait tout à l'heure l'intervenant, on a travaillé tous les deux là-dessus et c'est vrai qu'on s'est régalé. On s'est régalé à le mettre en place. Mais à la base, c'était un peu une décision très, très personnelle, la mise en place. Verdier Voyage est basé à Rodez. Alors, Verdier Voyage, oui, est basé à Rodez, et on va dire en 2019, avant la crise Covid, on va parler. C'est 200 salariés, un peu plus de 200 salariés pour 110 millions de chiffre d'affaires. Alors, entreprendre un projet, d'accord, mais sur toute l'entreprise, sur quelques projets, parce que vous organisez des voyages qui soient collectifs, individuels, à la carte. Voilà, on a plusieurs métiers. On a plusieurs métiers. Il fallait me faire une solution qui réponde à chaque besoin de chaque métier. On a 4-5 métiers. On a le voyage linguistique, on a le voyage traditionnel, on a le voyage pour les groupes. Voilà, on a le business. Donc, c'est des métiers quand même différents au sein de la même entreprise. Et il fallait mettre en place une solution qui réponde à chacun de ces métiers. Et ça a été fait, je vous dis, avec le DSI, et on est en train de tout redescendre dans chaque BU, avec le concours de tous les directeurs de BU. Qu'est-ce que ça a transformé, qu'est-ce que ça a apporté comme valeur et comme facteur de performance dans l'entreprise, tout cela, entre eux avant et maintenant? Vous qui avez ce rôle de tour de contrôle, qu'est-ce que ça a changé pour vous et pour les décisions prises par l'entreprise? Aujourd'hui, on a déjà uniformisé tous les indicateurs. Les indicateurs donc, sont uniformisés. Après, sur la performance, on va dire que quand on l'a mis en place, on est tombé en plein Covid. Donc, on va dire que ça nous a déjà permis de traverser une crise qui a été énorme pour nous. Mais ça nous a permis de suite aussi, à travers cette crise, de mettre en place on a eu énormément de travail d'annulation de voyage, de remboursement. Je vais vous passer les détails. Et c'est vrai que toute la solution data nous a permis de passer cette crise avec des outils qui nous ont permis de pouvoir gérer tous les événements liés à la crise Covid. Alors, la performance maintenant, je pense qu'on va la voir maintenant parce qu'on va repartir sur une activité normale, je pense, à partir de 2023. Et on a profité de ce moment difficile pour mettre en place tout ça et tout est pratiquement en place aujourd'hui. Et on va pouvoir voir maintenant la valeur ajoutée de ce qui a été mis en place en ces moments difficiles. Sur les 200 personnes d'entreprise, combien sont embarquées dans ces projets-là? Toutes? Alors, pas toutes, non. Alors j'ai commencé déjà, je dirais, par mon service. Alors, tout le service financier a été embarqué. Et puis après, je suis descendu dans j'ai embarqué aussi le service RH, parce qu'on a un système d'information qui est très hétérogène. On a beaucoup de bases de données, on a beaucoup de systèmes différents. Et avec la Vous data, avez des tableaux Excel? Aujourd'hui, on a des tableaux Excel, oui. Maintenant, on a toujours, c'est un peu moins. Mais on a essayé d'agréger tous nos systèmes d'information qui sont complètement hétérogènes, ce qui est chose faite aujourd'hui. Et maintenant, on descend dans chaque BU et on s'arrête au niveau des directeurs de BU, pour l'instant. Pour le dirigeant de l'entreprise, est-ce que ça lui a apporté des nouveaux points de vue finalement sur le pilotage de sa boîte?
Maintenant, avec la DataVis, tous les matins, il rentre dans sa boîte, Mmh. il rentre sur son bureau, il a tous ses indicateurs. Il est content ? Il le dit. Oui, il le dit. Il le dit, c'est une bonne chose. Véronique, je vous proposais, on reviendra évidemment, mais Véronique, vous êtes dans un autre domaine, EBP. Faut-il présenter EBP en termes de solutions logicielles, compta et gestion ? Et là, en l'occurrence, votre intervention, elle vise à parler de la transformation du sujet en interne, finalement, d'EBP. Oui, alors nous, en fait, on s'est questionné sur la data fin 2018 parce qu'on perdait beaucoup de temps sur ah, mais moi, j'ai pas les mêmes chiffres que toi, et pourquoi tu as ça ? Et voilà, donc c'était une perte de temps récurrente, des problématiques de pilotage pour l'entreprise, en fait, de se demander effectivement où sont mes bons indicateurs, qu'est-ce qui fait que je suis en croissance, parce que EBP, moi, ça fait 17 ans que je suis chez EBP. Ça fait presque 17 ans qu'on fait une croissance à 2 chiffres. Donc on a plutôt des problèmes de riches, mais c'est quand même des problèmes. Parce que quand on ne maîtrise pas, on a besoin vraiment d'être à l'aise sur qu'est-ce qui fait qu'on performe aujourd'hui. Donc il y avait toutes ces problématiques-là qu'on a rencontrées et on savait qu'on avait beaucoup de données, en fait, puisqu'on est éditeur de logiciels de gestion. Donc il y avait déjà effectivement toute cette donnée à l'intérieur de nos logiciels pour nos clients. On a 500 000 clients aujourd'hui en France et à l'étranger. Donc c'est une base de données vraiment très importante. On avait des données dans les outils de téléphonie. On était capable de savoir qui nous appelait hyper régulièrement et à l'inverse, qui ne nous appelait jamais. On avait des données sur les visites de notre site internet. On avait des données partout, sauf qu'elles ne communiquaient pas entre elles. Donc bien rangées dans des placards, finalement, c'est ça. Pas valorisées. C'était bien siloté, les tiroirs ils étaient fermés à clé et c'était inexploitable. Donc des mines d'or un peu partout, mais on ne savait pas comment faire communiquer la donnée et comment en sortir la substantifique moelle, j'ai envie de dire, pour identifier nos clients gold, se dire celui-là, il appelle 25 000 fois par an l'assistance. Voilà, peut-être qu'on va lui pousser une formation, être capable de... l'objectif de la création de ce pôle data, c'était de se dire, OK, comment je vais désiloter la donnée, la rendre compréhensible, la mettre à disposition de tout le monde. C'était le premier point. Et ensuite, moi, je suis issue du marketing de manière originale. Et donc, mon deuxième point hyper important, c'était comment je la rends actionnable. Parce que c'est super, je me suis reconnue dans toutes les interventions qu'on a entendues avant. C'est super de faire des beaux tableaux dans tous les sens, mais qui ne servent à rien. Et la vraie problématique, c'est de quoi a besoin mon entreprise ? Qu'est-ce qui fait vivre mon entreprise ? Et une fois que j'ai identifié ça, OK, comment je l'actionne ? Typiquement, alors, qui dans l'entreprise a contribué à l'impulsion et puis à la réflexion sur qu'est-ce qui compte dans l'entreprise ? Et donc, finalement, des datas à maîtriser et à valoriser. Alors, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure. On ne peut pas embarquer tout le monde d'un coup. Si on commence à mettre tout le monde autour de la table, on va avoir la liste au Père Noël et on va partir dans une usine à gaz. Nous, en premier lieu, on a travaillé avec le comité de direction. Et évidemment, on a demandé aux directeurs de faire travailler leurs équipes parce qu'un directeur, il n'a pas les pieds ou une directrice dans l'opérationnel et il ne va pas vraiment avoir tout. Il va avoir une vue globale, mais pas forcément des petits points qui peuvent vraiment changer la vie des collaborateurs. Et donc, chacun est arrivé avec ses KPI en disant, moi, j'aimerais bien faire, on va dire, je sais pas, du look-alike. Ce revendeur-là, il est super bien. En fait, quel est son profil, son portrait robot ? Comme ça, si j'en vois un autre qui ressemble à ça, je peux me dire, lui, OK, je vais le faire monter en puissance. On avait effectivement ces problématiques de clients qui, comment identifier les signaux faibles qui vous font sentir que le client va vous quitter. Pour éviter le churn, parce qu'en général, le client, il se manifeste quand il veut partir. S'il veut partir, en tout cas dans notre domaine, un logiciel de comptabilité, de finance, il a déjà trouvé une autre solution. Ou alors, il ferme son entreprise. Là, vous avez commencé en fait par vous poser des questions sur finalement des enjeux et des bonnes questions à savoir se poser, peut-être à oser se poser, et ensuite à mettre en œuvre le système d'information qui va avec. Tout à fait. On est parti vraiment du besoin, de quoi on a besoin. Parce que, une erreur classique, c'est j'accumule tout dans un infocentre. Puis après, j'en ferai bien quelque chose. Non, mais ça, il faut complètement oublier. Le top départ, c'était quand en termes d'années ? Alors, on a commencé à se questionner fin 2018 et ensuite, on a mis en place avec Data Sulting courant 2019. Et moi, j'ai monté un pôle data avec des data ingénieurs et des data analystes au janvier 2020. Et ça nous a sauvé la vie en mars 2020 quand on a été tous confinés, qu'il fallait faire des stats tous les jours pour le comité de direction. Et heureusement, Power BI était là, l'infocentre était là et la donnée était disponible au quotidien. Parce que s'il avait fallu continuer à faire avec nos petites mains, parce que nous aussi, avant, on faisait du fichier Excel avec des macros et voilà. C'était pas réactif. C'était la vie d'avant. On est
je ne vais pas dire à la fin de la crise Covid, c'est un peu plus compliqué que ça, mais disons, vous avez maintenant presque 4 ans finalement d'expérience de recul. Est-ce que le système que vous avez installé à l'époque, au sens de l'organisation interne, des échanges d'informations et des outils qui vont avec, ça y est, c'est installé, vous vous sentez tranquille pour 5 à 10 ans, ça va rouler tout seul? Ou est-ce que vous remettez en cause régulièrement cette manière de voir l'enjeu data? Quelle est votre posture? Alors, la data, c'est infini. Hein. C'est ce que je disais à ma direction quand j'ai pris le projet. J'ai ouvert la porte, j'ai vu les étoiles. C'était trop beau. Et en même temps, ça faisait trop peur. Parce qu'effectivement, on peut aller vraiment au bout des choses. Et en fait, je pense que la data, c'est des sujets qui vont extrêmement vite et que ce qui était bon hier doit être remis en cause en permanence. En fait. En permanence, il faut se questionner parce que même si, par exemple, d'un point de vue marketing, on a fait des segments clients ou commercial, ok, les choses évoluent très vite. La crise Covid a aussi contribué à ça. Et tout ce qui était bon hier ne l'est pas forcément. D'où l'intérêt d'automatiser, d'avoir des rapports quotidiens qui permettent de voir si on sort de la zone dans laquelle on est censé rester en fait. Donc oui, il y a plein de choses qu'on a mis en place, typiquement notre infocentre, etc. Enfin, toute la partie technique, ça fonctionne, ça bouge pas, on est dans une amélioration continue. Mais après, on a encore une infinité de sujets puisqu'on ne s'est pas encore lancé dans tout ce qui est, un petit peu, mais dans tout ce qui est prédictif. Aujourd'hui, les besoins d'une entreprise, quand elle se lance dans la data, c'est du tableau de bord, c'est déjà connaître, comprendre qu'est-ce qui fait vivre mon entreprise, qu'est-ce qui est crucial, sur quel sujet je ne peux pas me planter, sur quel sujet, écoute, si c'est pas tout à fait ça, c'est pas très grave. Et déjà ça, c'est un pas énorme. Les gens, quand j'ai monté le pôle data, ils m'ont dit, on va faire de la reconnaissance vocale. Je dis non, on va pas faire de reconnaissance vocale, on s'en fout en fait. Voilà. Et effectivement, ce qui est important, c'est de comprendre son entreprise, comprendre ses clients, et c'est ça qui vous fera avancer en fait. Et cultiver, rendre vivant le projet dans l'entreprise, effectivement. Oui, exactement. Chez Septéo, Julien, on est dans un autre univers, finalement, pas exactement le même que celui de BP. On touche encore au logiciel, pas très loin, quand même, mais beaucoup, on édite aussi des logiciels. Un peu cousin. Voilà. Une entreprise bien connue et implantée sur Montpellier. Qu'est-ce qui a transformé l'entreprise grâce à des projets data? Parce que c'est votre quotidien, finalement. Oui, disons que la data fait partie de notre quotidien, mais au-delà de ça, le point de départ, c'est la volonté de progresser, en fait, déjà, de base. On est tous entrepreneurs chez Septéo, et cette volonté de progresser, elle est fondamentale. Et on part d'un principe tout bête, c'est que pour progresser, il faut mesurer. Et pour mesurer, bien évidemment, on a besoin de la donnée. Alors vous pouvez très bien, effectivement, comme on disait tout à l'heure, faire des macros sous Excel, avoir plein de petits shadow process, comme on les appelle, pour vous sortir de la donnée. Malheureusement, elle ne sera pas fiable et malheureusement, elle ne sera pas pérenne. Donc, on avait, au-delà de ce que j'ai dit juste précédemment, on avait la volonté de progresser assez rapidement. Et donc, naturellement, il a fallu qu'on mette en place des indicateurs, des éléments qu'on est capable de mesurer, d'aller collecter et qui nous permet de pouvoir juger de ce qu'on met en place si, quelque part, si ça a nécessité d'être repris, si ça a nécessité d'être retravaillé, etc. Et donc, le point de départ, ça a été déjà de s'aligner sur ces indicateurs à tout niveau de l'entreprise, que ce soit financier, que ce soit au niveau opérationnel, service client, commerce, etc., pour aller collecter ces données-là et de pouvoir les republier de façon à pouvoir régulièrement se mesurer par rapport à l'état que nous sortaient ces chiffres. Voilà. Trouver des indicateurs, c'est parfois, limite, on va se dire, on va un peu se chatouiller le nombril, excusez-moi l'expression, au sens où on va se faire plaisir à travers des indicateurs qui vont être bons. C'est pas facile de définir des indicateurs qui vont vraiment servir au pilotage de l'entreprise. Qui a pris part à cette réflexion? Déjà la direction générale et puis au-delà de ça, toutes les équipes opérationnelles qui ont défini effectivement ce qui était pertinent. Alors on peut tout à fait se définir des KPI, comme on les appelle couramment, qui sont plutôt positifs ou orientés, mais l'objectif, encore une fois, c'est de progresser. Mais par exemple, des indicateurs assez basiques que tout le monde doit opérer dans son entreprise, qui est le chiffre d'affaires, l'EBITDA par exemple, la marge brute, la marge nette, la rentabilité. Typiquement, si vous la pilotez au travers d'estimations ou de choses non maîtrisées, forcément, vous allez induire de l'erreur. Et forcément, il y a quelque chose qui va vous poser problème. C'est que le jour où vous allez vouloir progresser, c'est-à-dire augmenter ce chiffre d'affaires, si vous n'avez pas des choses qui sont d'ores et déjà automatisées, vous allez devoir rajouter de la ressource pour le calculer. La ressource, c'est la ressource humaine. Et vous savez aussi bien que moi que dans un marché aussi tendu, pour trouver des compétences, quelles qu'elles soient, on parle du comptable jusqu'à l'informaticien ultra qualifié, tout ça est tendu, vous allez avoir des difficultés à progresser. Donc on voulait déjà, nous, appréhender ces étapes-là, automatiser un maximum.
et d'être capable surtout au travers de ça de fiabiliser déjà ce qu'on calculait et puis au-delà de ça de pouvoir aisément voir l'avenir. C'est-à-dire, on parlait tout à l'heure de remise en question, donc la remise en question elle est perpétuelle. Mais au-delà de ça, cette capacité à pouvoir calculer un chiffre d'affaires quand on génère 300 millions d'euros versus quand on en génère 500, si derrière, à chaque fois vous progressez de ce niveau-là, vous devez doubler vos équipes comptables ou doubler vos équipes de contrôle de gestion, etc., vous allez avoir des difficultés. Donc, l'objectif de ces outils-là, c'est de mettre en place ces systèmes qui permettent effectivement de progresser avec l'entreprise sereinement et que derrière, on ait toujours les mêmes indicateurs et qu'on puisse les piloter de la même façon. En quoi ça fait bouger des compétences dans l'entreprise? C'était en fait nécessairement faire évoluer des compétences dans différents services pour pouvoir s'approprier le projet et le nourrir également, en être un acteur permanent. Qu'est-ce qui a bougé? On a viré tous les experts Excel. Non, je plaisante. Non, en fait, c'est déjà, effectivement, ça part d'un changement de mentalité. C'est vrai qu'il faut arrêter de croire qu'en faisant une macro sous Excel, vous allez peut-être aller vite à l'instant présent, mais vous n'irez pas très loin. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, votre capacité, elle va dépendre de vous. Et si au final, vous micro-zoomez sur les différentes, on va dire, capacités de l'entreprise de récolter cette donnée, elle est dépendante de chaque personne ou de chaque service, au bout d'un moment, votre capacité de progresser, elle va être assez limitée. Donc par rapport à ça, on en a parlé tout à l'heure. Bon, vous avez aussi des ateliers cet après-midi, etc., au travers de ces métiers-là. Bon, on ne va pas revenir dans les termes un peu pompeux, un peu complexes, etc., des différentes fonctions qu'il y a dans la donnée. Mais en l'occurrence, il y a des spécialistes. Il y a la personne qui va être capable de bien définir le besoin, parce qu'il faut une approche un peu différente. Il y a la personne qui va être capable de bien comprendre et d'architecturer ces éléments-là d'un point de vue technique. La personne aussi qui va l'exploiter, puis après on peut aller assez loin dans les personnes qui sont capables de créer des algorithmes permettant d'automatiser tout ça avec l'IA, etc., etc. Donc effectivement, oui, ça demande des nouvelles compétences, mais au même titre que ça demande aussi que l'entreprise regarde d'une certaine façon. Moi, effectivement, par le passé, je suis passé par des entreprises où le chiffre d'affaires était calculé avec 2-3 fichiers Excel. On a une expérience, j'ai ramené mon architecte data, il pourra vous expliquer la donnée et puis la complexité technique qu'il y a autour de ça. Mais tout ça pour vous dire que, par exemple, quand on a travaillé dans une entreprise passée, en retravaillant, par exemple, ne serait-ce que sur le système de facturation, un truc tout bête dans les entreprises qui permet de facturer, de générer du chiffre d'affaires, on s'est aperçu qu'en traitant la donnée d'une certaine façon, c'est-à-dire en automatisant, on pouvait gagner des points de marge. 3, 4, 5% de marge. Rien qu'en facturant convenablement. Après, on est capable d'aller assez loin, c'est-à-dire d'aller automatiser des fonctions du type, par exemple, du closing, c'est-à-dire de la partie contractualisation. La personne juste avant nous a parlé de simplification des processus de façon à ce que les personnes puissent être experts dans leur domaine de métier. Être dans leur métier, exactement. Dans leur métier. Et non pas pollués par des choses qui peuvent être automatisées. Exactement. Donc l'objectif de la donnée, c'est au-delà du pilotage, c'est de la fiabiliser. La véracité de la donnée, elle est importante. Donc ça, on a des outils informatiques qui permettent de le faire, on a des experts informatiques qui permettent de le faire. Autant s'appuyer dessus pour justement faire progresser l'entreprise et faire en sorte, tout à l'heure on prenait l'exemple des cuisiniers, qu'ils nous fassent des bons plats, quoi. On n'a pas besoin qu'ils nous fassent du reporting sur le nombre de plats qu'ils ont fait. Ça on sait faire et on sait leur apporter ça. Et malheureusement, très souvent dans l'entreprise, on a l'impression que faire justement rapidement des éléments sous Excel en faisant ça de façon artisanale, ça fait progresser rapidement, alors finalement que c'est un mirage, voilà, malheureusement. Dans la thématique de la maturité data qui plane dans cette salle depuis ce matin, vous avez cherché à vous situer sur l'échelle de maturité de 0 à 6 qui était présentée tout à l'heure? Bon, difficile de répondre. Après, on sculpture, on met en place des choses, etc. C'est pas cette échelle-là qui nous semble le plus prépondérant à adresser. C'est quoi? La valeur ajoutée que la donnée va apporter. On est tous persuadés, là, je pense aujourd'hui, que la donnée elle a une valeur ajoutée. L'objectif, et c'est la façon dont nous on l'a appréhendé chez Septéo, c'est de faire en sorte que très rapidement il y a un ROI dessus. C'est-à-dire que très rapidement, oui, on le mesure quotidiennement en fait. Et en l'occurrence sur un investissement de 100, vous en êtes où en termes de rentabilité? C'est secret. Non, disons qu'on a des échelles qui sont des facteurs multiplicateurs à plusieurs digits, on va dire, fois 10 000 par exemple. Je veux dire, vous parlez tout à l'heure du NPS par exemple. On fait des customer lovers très régulièrement, etc. Attention, je vais faire le poète-poète des mots-clés qu'on ne comprend pas tous. Alors, customer lover, c'est tout simplement d'aller
demandez à vos clients s'ils sont contents ou pas. Bon, ça, vous pouvez leur demander tous les jours. Vous pouvez leur demander pourquoi ils sont contents, pourquoi ils ne sont pas contents, etc. Vous allez leur poser leurs questions. Vous allez leur poser un certain nombre de questions. Ces questions-là, elles vont apporter des réponses. Ces réponses-là, forcément, elles ont de la valeur. Parce que c'est les clients qui vont vous dire les éléments sur lesquels vous devez vous améliorer. Si vous arrivez à mesurer ça, et si vous arrivez à mettre ça de façon opérationnelle dans votre entreprise, bah vous avez tout gagné, quoi. Vous avez tous les axes de développement qui vous permettent de progresser vis-à-vis de votre marché. Et les meilleurs qui vous ont dit ça, ce sont vos propres clients. Pour vous dire, regardez, si vous progressez là et là et là, vous pouvez augmenter votre facture avec moi. Je vais même vous donner de l'argent supplémentaire ou je vais être encore plus fidèle. Bah ça, si cette valeur-là, vous ne la voyez pas, bah globalement, c'est peut-être que vous n'avez pas la volonté de progresser ou alors peut-être que voilà, il faut reprendre les choses à la base et repartir de ces éléments-là fondamentaux et de les mettre en lumière pour que elles alimentent votre plan d'action au niveau de l'entreprise. Sortir de ses propres certitudes finalement grâce aux clients. C'est formidable. Passer du subjectif au factuel. Très bien. Voilà. Véronique, chez EBP, cette notion de maturité, vous la mesurez à quelle échelle, si c'est possible? Alors, nous, je dirais qu'on doit être autour de 4 ou 5. Ça m'a fait rire quand on dit tout le monde se croit en retard. C'est le premier truc que je me suis dit moi aussi quand on s'est lancé dans le sujet. Oh, on est hyper en retard. Et en fait, plus j'interviens, on va pas trop le dire parce qu'on n'ose pas le dire. Quoi. Ouais, c'est ça. Et plus j'interviens et plus je me rends compte que non, en fait, on n'est pas du tout hyper en retard. Qu'en fait, il y a beaucoup de blabla, on va dire, d'entreprises qui montrent des belles images, mais qui ne font pas réellement les choses. Et il y a encore beaucoup d'entreprises experts dans Excel. Mais c'est vrai que la data, c'est infini. Effectivement, je pense qu'il faut déjà commencer par les basiques pour piloter l'entreprise, bien comprendre. L'exemple, moi je dis toujours, c'est jamais commencer par embaucher un data scientist. Ça n'a aucun sens. Si vous êtes dans le bâtiment, est-ce que vous faites venir le couvreur quand vous creusez les fondations? Je pense pas. Là, c'est pareil. Il faut le faire venir au bon moment. Voilà, il faut le faire venir au bon moment. Il faut d'abord franchir toutes les étapes qu'on a vues, fiabiliser la donnée, réconcilier la donnée, vérifier l'unicité, voir à quoi ça... se demander déjà où est-ce que je veux aller chercher la bonne donnée. Et une fois qu'on aura rassemblé toute cette donnée, faire de la data analyse. Et avant d'avoir besoin d'un data scientist, il y a le temps de voir venir. Nous, personnellement, on n'a pas encore de data scientist chez EBP parce qu'on n'en a pas le besoin. Quand ponctuellement on a besoin, on fait appel à des spécialistes. Et il y en a dans ce territoire. Et il y en a, voilà. Mais faut pas partir sur ça. Avant d'avoir besoin de ce genre de profil, il y a déjà du chemin à faire. Et en plus, ça vous coûtera moins cher. Là, vous vous situez à un niveau entre guillemets 4. L'idée, c'est quoi? C'est de continuer à progresser, de continuer à monter, de ne pas s'endormir sur une situation maîtrisée? Oui, tout à fait, parce que nous, dans les exemples qu'on disait tout à l'heure, effectivement, un boulanger, il n'a pas forcément besoin d'être data-driven. Nous, on génère de la donnée, on a une base de données clients énorme, on a plus de 500 000 clients, et on a besoin en fait de continuer à évoluer. Et notre objectif aussi, c'est de pouvoir vulgariser cette data et la mettre au service de toutes les PME françaises. Pour se dire que demain, le tissu économique français, il va avoir besoin de la data pour faire face à la concurrence, aux crises sanitaires, à tout ce qui peut nous arriver, et qu'on a envie d'accompagner les entreprises françaises dans cette aventure de la data. Merci. Laurent, alors la maturité data chez la maturité, je dirais qu'aujourd'hui, j'aurais du mal à me situer, si ce n'est qu'aujourd'hui, je considère qu'avec Report One, on a mis en place l'outil. L'outil est là, il est fonctionnel, on est au niveau de la data vise. Donc tous les indicateurs, tous les KPI, je dirais financiers habituels, chiffre d'affaires, marge brute, Rex, tout sort aujourd'hui, et qu'aujourd'hui, j'en discutais tout à l'heure avec Antoine, notre directeur des voyages linguistiques, c'est de partir surtout sur les analyses beaucoup plus de base de clients, de partir vraiment sur l'analyse de la production, d'aller plus loin dans l'analyse pour pouvoir retrouver plus maintenant la valeur ajoutée de la data qui a été mise en place. Pour l'instant, on est vraiment au niveau de la data financière, au niveau de chaque unité RH financière. Maintenant, on voudrait vraiment partir plus sur l'aspect commercial et l'analyse de nos clients.
Donc acte 1, ça a été finalement rendre le DAF heureux. Non. Alors, je suis très heureux parce que j'étais convaincu du produit. Donc, pour moi, c'est mon petit jouet personnellement. Mais et déjà, au niveau financier, vous avez aujourd'hui des outils de pilotage. À travers ce que vous dites, je sens que les utilisateurs, les bénéficiaires du projet data, ça va s'orienter peut-être davantage vers du marketing, par exemple. Alors, ils l'ont. Voilà, je pense qu'il y a de la valeur ajoutée ailleurs que dans du chiffrable à aller chercher. Il y a toute l'analyse de nos clients, il y a l'analyse de nos voyages, parce que nous, on est quand même sur un problème géographique aussi. Les voyages qui marchent, ceux qui ne marchent pas, faire du prédictif aussi. Voilà, il y a tout ça qui, à l'heure actuelle, n'est pas en place. C'est les prochains objectifs à mettre en place chez Verdier. Ouais. D'accord. J'ai une dernière question qui me titille. Je ne peux pas ne pas vous la poser. Est-ce que vous avez, entre il y a 5 ans, 10 ans et aujourd'hui, introduit de la data, des données, des indicateurs, des KPI qui touchent la performance environnementale de l'entreprise ? De notre côté, non. Pas encore ? Pas encore. Donc c'est en devenir. Nous, on n'a pas effectivement mesuré, mais c'est vrai qu'étant éditeur de logiciels, donc de services, en termes d'impact environnemental, on est plutôt dans le vert. On a tout dématérialisé, on n'a pas de livraison, on n'a pas de stockage. Donc, Alors oui, on l'a mis en place. Alors je pense que c'est pas un secret, mais Septéo a été racheté il y a 2 ans par un grand groupe d'investissement. Et donc, ça fait partie des obligations, des éléments qu'on publie, qu'on produit. Voilà, nos émissions de CO2, que ce soit au niveau de nos data centers, les véhicules qu'on utilise, nos bâtiments. Voilà. Ça se mesure. Et puis, on met en place également des actions permettant de réduire cette empreinte carbone, comme le recyclage de notre matériel, informatique, bureau, etc. Et donc, ça se pilote. Et donc ça se pilote, ouais, voilà, exactement. Ça se également par de la data. Très bien. Mais à partir du moment où vous êtes déjà dans cette culture de piloter les éléments par le chiffre, les publier ne devient plus un problème en fait. Exactement. Voilà. Et le cycle est alimenté. Un grand merci à tous 3 pour vos témoignages dramatiques, concrets et vivants.